Un garçon renaît dans un monde où la magie existe, et rêve de vivre une vie tranquille. Mais avec un talent remarquable pour la magie de l'eau. Il se rend vite compte. Il devra s'entraîner dur s'il veut survivre dans l'étrange nouveau terrain auquel il a été envoyé. Tout commence dans une vaste forêt, avec des montagnes s'élevant au loin. Au milieu de cette forêt se tenait une maison, où un jeune garçon était GISE accent aigu sur son lit. Il s'est levé, a quitté sa chambre, et après avoir regardé 2 livres et un couteau sur la table, sorti pour prendre le ciel du matin bleu clair. C'est là qu'il a dit que l'eau m'est venue. Instantanément une boule d'eau formée dans sa main, seulement pour disparaître quelques instants plus tard, ne laissant rien qu'une petite flaque dans sa paume. Dans la scène suivante, le garçon s'est retrouvé dans un endroit surréaliste, où un homme l'a salué par son nom. Mihara Ryo. C'était depuis que cet homme a visité cet endroit pour la dernière fois. Et il a informé Ryo qu'il était mort dans un accident de voiture. Le garçon hocha la tête en disant qu'il se souvenait, alors a demandé si l'homme avant lui était Dieu. L'étranger a expliqué qu'il n'était pas, mais était quelque chose de plus proche d'un ange. Depuis lors, Ryo a commencé à l'appeler Miguel, juste pour garder les choses simples. Après avoir appris qu'il allait être réincarné, Ryo a demandé ce qu'il était censé faire à cet endroit pendant qu'il attendait. Miguel lui a dit de vivre en voulant qu'il n'avait reçu aucune mission. Alors il semblait libre d'explorer. Dans ce cas, le garçon a admis qu'il voulait juste une vie paisible. C'est alors que Miguel a révélé que le monde, Ryo serait réincarné en s'appelait les pompiers, débordant de magie dans cet univers. Environ 20% des humains pourraient utiliser la sorcellerie, et l'affinité la plus forte de Ryo était avec l'élément de l'eau, parce qu'il voulait une vie tranquille. Miguel a déclaré que Ryo serait envoyé à la forêt de Rondo, où il trouverait une maison prête pour lui, remplie de 2 mois de fournitures, y compris une chambre froide avec de la nourriture. En plus, l'ange s'assurerait que les monstres restaient à l'écart de sa nouvelle maison, mettre en place une sorte de barrière protectrice, partir à travers l'édition débutante du Monster Compendium. Mihara Ryo a remarqué qu'il n'avait jamais vu cet alphabet auparavant. Pourtant, il pouvait tout lire très bien. L'autre livre s'appelait la Flora Compendium. Dans l'arrière-cour, le garçon nouvellement réincarné a évoqué un peu d'eau. Après une pratique, il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de parler de commande. Tant qu'il a imaginé l'élément dans son esprit, c'était vraiment dommage, vraiment. Puisqu'il avait aimé crier un jet d'eau. Lorsque vous éliminez un ennemi sans méfiance, trempant dans sa baignoire, il a évoqué plus d'eau, et a remarqué qu'il ne pouvait l'invoquer qu'à température ambiante. Une autre déception, depuis qu'un bain chaud aurait été parfait dans ce temps. Avec un effort considérable, Ryo a essayé de faire du feu dans sa cour en frottant 2 bâtons ensemble. Mais comme il l'a dit lui-même, il est important de savoir quand abandonner, si ça ne va pas arriver. Épuisé, il était allongé dans l'herbe, en regardant le soleil. En regardant le seau d'eau sur le sol, il se demandait s'il pouvait faire de la glace. Après tout, ce serait formidable d'inventer un sort et de l'appeler Ice Lance. Dans cet esprit, le garçon s'est concentré sur l'eau dans le seau, le comprimer, tout en retirant la chaleur. Imaginez les molécules H2O au centre. Connexion de l'atome d'oxygène avec les atomes d'hydrogène des molécules voisines. Quand il l'a finalement réussi, Mihara sourit en regardant l'eau se figer progressivement. Peu de temps après avoir façonné une petite sphère de glace, et l'a utilisée pour refléter la lumière du soleil sur du bois. Réussi à déclencher un feu. Avec cette petite victoire, Ryo a réussi à chauffer l'eau de son bain, et a qualifié son premier jour de succès. Sachant qu'il avait beaucoup à faire demain, il est allé directement au lit après son bain. Quand le matin est revenu, le nouveau résident de Rondo Forest a mangé de la viande, et ce souvenir de Miguel l'avait laissé 2 mois de nourriture, a réalisé qu'il aurait besoin de commencer à chasser une fois que les fournitures ont été épuisées. La forêt gisait à l'extérieur de la barrière, ce qui signifiait que c'était définitivement la maison des monstres. Alors Ryo aurait besoin d'une forte magie pour se défendre. Un couteau simple ne le couperait pas. Ne pas perdre de temps. Il s'est dirigé dans la cour et a tiré une boule d'eau sur un arbre voisin. Son objectif était bon, mais il savait que peu d'éclaboussures ne seraient pas assez pour abattre un sanglier. Toujours Mihara Ryo avait un as dans sa manche. Si la balle d'eau ne fonctionnait pas, peut-être qu'un jet d'eau se concentrerait. Il recula de l'arbre, et représentait un ruisseau plus mince, avant de tirer un jet d'eau. Mais il a à peine voyagé plus loin qu'une broche. Se sentir comme un échec, il s'est agenouillé, et s'est souvenu avoir demandé à Miguel comment utiliser la magie. L'ange lui a dit que l'essence de la magie était l'imagination. Vous aviez besoin d'une image claire de ce que vous vouliez, et avec la pratique, votre capacité grandirait. Suite à ces conseils formés que Ryo a entraînés jusqu'au coucher du soleil, finalement développé un jet d'eau décent. Quand la nuit est tombée, il a inversé le processus qu'il avait utilisé pour faire de la glace dans la baignoire. Cette fois, chauffer l'eau pour son bain. Le lendemain, il a essayé de créer de la glace directement dans les airs. Ce qui a fonctionné bien qu'il a fallu plus que ce à quoi il s'attendait. Une fois qu'il l'a retiré, il a jeté son objectif à l'étape suivante. Créer une lance de glaçons quand il a lancé le projectile glacé. Il en faisait à peine une courte distance. Loin d'être près de l'eau dans son état liquide,
Étant donné à quel point c'était difficile à faire, et à la courte portée, Ryo a décidé que c'était inutile dans un vrai combat. Pour l'instant, il a juste besoin de continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse perfectionner la technique. Changer les choses, Ryo a évoqué des boules d'eau dans tout le ciel et les a tirées vers le haut avec de la force. Par la suite, il est retourné à la pratique de la lance-glaçon. S'entraîner jusqu'à ce que le crépuscule ait presque vidé son mana, revenir à l'intérieur pour quelque chose à manger, il a réalisé, il aurait dû allumer le feu, alors qu'il était encore léger. Alors il a fini par passer la nuit dans le noir. Les jours ont passé, avec Ryo étudiant fidèlement et perfectionnant sa magie dans la cour arrière. Après un certain temps, il a pu convoquer le lance-glaçon instantanément, une grande amélioration même si elle ne voyageait toujours pas très loin. Avec cette nouvelle compétence, il a fabriqué une lance avec une pointe glacée, et est parti pour la forêt. Au-delà de la barrière qui a protégé sa maison, peu de temps après le tout début de son aventure, Ryo trouve du quartz par la rivière. Tout comme il espérait avec cette pierre, il pourrait déclencher un feu même sans le soleil. Quelque chose qui pourrait s'avérer extrêmement utile. Tout ce dont il a besoin maintenant c'est de trouver des herbes détoxifiantes, et l'aventure d'aujourd'hui sera un succès complet. Il doit toujours rester vigilant. Il y a des bêtes qui se cachent à proximité, prêtes à faire de lui leur proie à tout moment. Droit sur le repère, un sanglier monte sur la scène, et attaque, sans une seconde pensée, faire geler Ryo sur place. Mais juste comme il est sur le point de prendre un coup, il parvient à réagir à temps. Esquiver la charge brutale du sanglier, la bête s'écrase bien dans un arbre avec une telle force qu'il renverse. Faire face à ce moment critique, Ryo fait de son mieux pour garder son esprit à son sujet. Même si la peur et l'inexpérience l'empêchent de bouger, eh bien, il a toujours de la magie de son côté dans ce monde. S'appuyant sur son pouvoir, Ryo évoque un chemin de glace qui serpente à travers le sol. Tirer le sanglier vers lui. Puis, il prépare 16 lances de glace. Les conduire dans la bête dans une rafale de frappe. Le plan fonctionne et le combat est terminé en un instant. Cette nuit de retour à la maison, Ryo se lit. La pensée envoie des frissons dans sa colonne vertébrale. Se souvenir du nombre de problèmes avec lesquels il a eu un seul problème, partir dans son livre de monstres, il remarque que les 2 dernières pages sont mises à part comme un chapitre spécial. Pas destiné aux débutants là, bas il trouve le dragon suivant. Il peut facilement détruire une ville entière. Remarque si vous voyez une course. Vous pourriez simplement vous en échapper, il y a une autre entrée à Démon. Pas une origine ange déchu inconnue. Remarque prier de ne jamais croiser. Lire ces descriptions, Ryo se rend compte que le monde est beaucoup plus grand, et bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, il retourne dans la forêt et rassemble des fruits. Doux et aigres en même temps. Juste comme il l'aime soudainement. Un oiseau qui planait au-dessus de lui l'accroche presque avec ses serres. Quelques instants plus tard, il déclenche une attaque de vent, qui tranche plusieurs arbres à proximité. Nettoyé en deux, Ryo réalise immédiatement que les enjeux viennent d'être élevés. Pour se protéger, il se précipite à travers la forêt, conjurer des boucliers de glace le long de son chemin pour bloquer les sorts ennemis. Pendant sa course, il se souvient de la créature, le maître de tueur Falcon, de la barre de vent. Ryo compteur en tirant des jets d'eau. Mais l'oiseau est rapide, en esquivant tout le monde dans un soudain explosion de vitesse. Ça plonge vers lui comme une balle. Mais comme il se ferme dans Ryo invoque un dôme de glace, que le Falcon s'écrase d'abord dans la tête, le claquer au sol, mais le combat ne montre pas de résilience remarquable. L'oiseau titube et reprend son envol. Bien que son œil droit soit gravement blessé et inutile, peut-être réaliser ses propres limites. L'ennemi décide enfin de partir. Au grand soulagement de Mihara, les choses ne sont pas toutes en douceur. Merci à sa poursuite sauvage, avec un oiseau, Ryo perd son chemin. Et finit par bloquer dans la forêt, jusqu'à la tombée de la nuit. Suivre, une certaine direction. Il trébuche sur un beau lac, où il voit un chevalier sans tête, et un cheval sans tête, glisser sur l'eau le lendemain. Ryo est de retour dans la forêt. S'en tenir à sa routine de chasse. Cette fois, il élimine un gigantesque serpent menaçant. Cette nuit-là, il parvient même à ramener du poisson à la maison. Le lendemain, l'aventurier améliore sa barrière de glace et explore le fond de l'océan. Après avoir atteint la côte, seulement pour être poursuivi par une énorme pieuvre défendant sa maison. Au fil du temps, le jeune Mihara maîtrise un sort appelé Abrasive Jet, capable de tirer un jet dans une boule d'eau dans le ciel. Assez puissant pour couper un rocher en deux. Avec plus d'études, il découvre que s'il utilise la magie pour durcir la glace, il peut l'utiliser comme substitut au grain abrasif. Un grand bond en avant dans ses connaissances. Une nuit au lac éclatant. Il revient face à face avec le chevalier sans tête. Le Monster Compendium ne fait aucune mention d'un Dolahan. Faire de Ryo suspecter cette créature est bien au-delà du niveau débutant. Toujours pour une raison quelconque, il se sent suffisamment confiant pour le défier. Dans l'affrontement qui suit, le Dolahan bloque chaque frappe, avec facilité.
forçait Rio à utiliser des éclats de glace comme bouclier. Chaque fois qu'une contre-attaque se profile, après seulement quelques secondes, Rio s'effondre, épuisé, et se rend compte qu'il est loin d'être prêt à faire face à cette chose. Il n'est pas là juste pour se battre. Quelque chose lui dit que le Dolan veut réellement le former. Le monstre forme alors une épée d'eau de sa propre arme, et le tend au jeune humain, avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain, Rio rencontre à nouveau le Falcon tueur, mais maintenant, l'oiseau est encore plus menaçant. Couvert dans une étrange obscurité, lorsqu'il est attaqué, Rio évoque 5 couches de murs de glace. Mais la magie du vent de la créature les brise avec facilité. Sentant à quel point les choses sont devenues, il continue de bouger et reconstruit les murs pour rester en sécurité. Même après convoquer 10 murs de glace, le faucon se déchire à travers tout le monde. Rio essaye de contrer avec des lances icicles. Mais le Falcon les esquive tous sans effort. Avec une capacité inconnue, l'oiseau détruit les barrières de glace que Rio venait de reconstruire. Le laissant complètement exposé, comme si ça ne suffisait pas, le tueur Falcon lance un sort de foudre qui le termine presque. Refusé de céder, Rio passe à son épée d'eau au lieu de la magie pour se défendre. Avec cette arme, il parvient à détourner les attaques de l'oiseau et à le garder à distance. Retrouver son patient de confiance et concentré. Rio attend la prochaine plongée du tueur Falcon. Et au moment parfait, plonge son épée dans la bête alors qu'elle passe devant. Après avoir donné un tel coup profond, l'aventurier s'approche de l'oiseau, qui s'accroche toujours à la vie. Et merci pour l'opportunité d'apprendre tant de choses sur leur bataille. Il sait que s'il n'était pas devenu plus fort à ce jour, il serait sûrement mort contre cet adversaire. Quand il est revenu pour une autre attaque, par respect pour le faucon, qui avait également grandi à la vengeance de sa droite perdue Imiara, Rio promet de donner à la créature une fin honorable. Avec ça, il retire son épée du corps ennemi et met sa vie à sa fin. Dans la scène suivante, un dragon rouge monte au-dessus du ciel de la forêt de Rondo, où Mira marche, jusqu'à ce qu'il se retrouve soudainement face à face avec ce colossal entité ailée ne perd pas de temps. Le dragon atterrit devant l'humain, et, communiqué par la télépathie, demande s'il a vu un faucon tueur qui a évolué dans la région. En pensant d'abord que le faucon était un serviteur de ce monstre, Rio s'excuse. Le dragon réalise instantanément que l'oiseau a été tué par ce jeune homme. Impressionné par la force humaine, le dragon jette un jet à la taille, et note qu'il porte l'épée du roi de fées. Si le roi lui a confié cette arme, le dragon dit que le roi doit penser très bien à lui. Pas si sûr à ce sujet, Rio admet qu'il aimerait réellement poser quelques questions au lézard volant. Plus tard, l'après-midi s'estompe. Le dragon entend un appel lointain et fait ses adieux à son nouveau compagnon. Avant de partir, il révèle son nom, Luin. Regardez la créature s'envoler, Rio sourit et admet. Il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait la chance de parler avec un dragon. Pendant ce temps, Miguel regrette avoir négligé quelque chose d'important. Tenant une tablette dans ses mains, il découvre que pour une raison quelconque, Rio possède un trait secret. Quelque chose qui ne s'est pas produit depuis qu'il a envoyé cette fille dans un autre monde, il y a 10 000 ans, le nom de cette capacité. La jeunesse éternelle. Rio n'était pas allé à la plage depuis des lustres, mais sa soif de fruits de mer a finalement pris le dessus. C'est comme ça qu'il a fini par errer le long du rivage, seulement pour tomber sur l'épave d'un bateau, battu et cassé sur le sable. Au milieu des débris dispersés, il a repéré un inconscient. Homme blessé non loin d'un autre homme avait également survécu à la catastrophe. Peu de temps après, nous avons un aperçu des souvenirs de ce survivant en mer. Son navire avait été attaqué par un monstrueux octopus géant et laissé en ruine. Quelques heures plus tard, le jeune homme s'est réveillé dans un lit étrange. Tout s'est bien soigneusement disposé dans la pièce où il se reposait maintenant. Une fois qu'il a rassemblé ses affaires, il est sorti. Essayez de comprendre où il était quand Rio est apparu de la maison. Vraiment heureux de voir l'étranger éveillé, le survivant toujours sur le bord, n'avait pas du tout senti ce gars, et il y avait quelque chose de sur la façon dont Rio s'habillait aussi, mais depuis qu'il lui devait sa vie, le jeune homme s'est présenté comme Abel, et a remercié Rio pour tout. Rio a haussé les épaules, il ne pensait pas qu'il avait fait beaucoup, surtout depuis que les autres naufrages ne l'avaient pas fait. Abel cependant, je viens de répondre que c'était bien. Après tout, ils n'étaient que des contrebandiers. Ce commentaire a piqué la curiosité de Rio. Mais, avant qu'il ne puisse demander plus, son estomac grondait et la conversation a été mise en attente jusqu'au déjeuner. Au cours du repas, Abel a demandé si Rio avait d'autres vêtements. Rio a expliqué qu'il n'avait pas de tissu pour en coudre de nouveau. Et sans ville ni marché à proximité. Jeter tout ce qui était hors de question. Abel a deviné que vivre tout seul. Rio a dû chasser la viande qu'il mangeait. Rio a confirmé qu'Abel a supposé qu'il avait utilisé le couteau sur la table. Mais Rio a dit qu'il l'avait surtout gardé pour la légitime défense ou pour nettoyer la viande. Quand il s'agissait de causer de réels dégâts, Rio s'est appuyé sur sa magie de l'eau, pour prouver son point. Il a prononcé l'eau qui a rempli la cruche de l'air mince. Abel a été impressionné, il a fait remarquer que dans la province centrale,
Moins de la moitié de la population pourrait utiliser de la magie comme ça. Rio se souvint d'avoir entendu l'ange, Mikkel, qu'il était en fait inférieur à 20%, ce qui l'a fait se sentir un peu moins spécial, mais pas assez pour vraiment s'en soucier. Enfin Abel a mentionné qu'il voulait être ramené sur le rivage, où il avait été retrouvé sur le chemin là-bas. Abel a demandé si Rio n'avait pas besoin d'un personnel comme d'autres mages. Rio a répondu qu'il n'en aurait jamais eu. Après son précédent se glissant sur les vêtements de Rio, et maintenant c'est le mystérieux survivant. J'ai commencé à se sentir comme s'il faisait juste une erreur après une erreur. Pour compenser cela, il a offert à Rio sa protection. Il ne voulait pas être sauvé tout le temps. Après tout, son ego n'a pas pu le prendre. Il voulait aussi contribuer à sa propre force. Quand ils ont atteint le rivage, Rio a expliqué que les autres corps avaient été mangés, ou emportés à Abel était reconnaissant de ne pas avoir partagé leur sort. Rio l'a appelé Abel Sam en disant qu'il avait vraiment de la chance, mais Abel a insisté sur le fait qu'il serait juste appelé Abel. Il n'a pas vu le besoin d'un tel respect, de quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. En plus, il avait toujours préféré être abordé par son nom, même s'il était l'ancien des deux. Après avoir cherché chaque morceau du navire détruit, Abel n'a toujours pas trouvé ce qu'il cherchait. Laisser aller sa nouvelle priorité était de retrouver ses amis. Il aimerait se rendre à la ville de Loon, mais il semblait qu'il avait été lavé à terre loin au sud. Rio a admis qu'il ne savait pas où était Loon, mais devinait pouvoir se diriger vers le nord, un long voyage avant de partir. Capable, a invité Rio à voyager avec lui. Depuis que Rio connaissait la région, il pourrait servir de guide en échange de paiement. Le garçon forestier a accepté, et avec une poignée de main, leur partenariat était scellé. Ils avaient participé à leur aventure le lendemain matin. Ce soir de retour à la maison, Rio regarda ses récoltes, et a réfléchi à la façon dont tout ce qu'il avait voulu était impaisible. Une vie simple. Mais il semblait qu'un nouveau voyage allait commencer. Et peu plus tard dans la nuit, Rio a dit à Abel, il devait sortir pour rencontrer quelqu'un qui ne pouvait être trouvé que, à cette heure. Abel était un peu confus. Rio avait dit qu'il n'y avait personne d'autre, mais a décidé de ne pas faire de Rio, est allé voir le Dolaan, pour lui faire savoir qu'il quitterait la forêt de Rondo. Pendant un moment, il a remercié le chevalier sans tête pour tout. Sans lui, Rio n'aurait jamais appris à survivre. Puisque ce serait leur session de formation finale, l'apprenti était déterminé à tout donner sans délai. La paire a affronté l'échange de coups avec une nouvelle intensité. Les progrès de Rio étaient évidents. Il avait parcouru un long chemin depuis qu'il a commencé à s'entraîner avec le Doloan. Même si c'était clair, le jeune humain se fatiguerait beaucoup plus vite que son adversaire surnaturel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après la session, comme ils ont dit au revoir, le maître a tiré une sphère d'eau de la rivière magique. À l'intérieur d'un ensemble de vêtements est apparu. Rio a accepté le cadeau avec un large sourire, et a promis d'en prendre bien soin. Avec ça, le Doloan s'est finalement tourné et a disparu dans la nuit. À l'aube, Abel a quitté la maison, prêt pour la route à venir, et a trouvé Rio en attendant dans sa nouvelle cape. Préparé pour le voyage avant de partir, le mage à eau jette un dernier regard sur sa maison. Je le manquais déjà, mais aussi déterminé à vivre un peu plus, avant de retourner à sa vie tranquille. Plus loin le long du chemin, le duo a rencontré un sanglier. Abel s'est avancé de l'avant, dessiné son épée, et a déclenché ses compétences de combat, perçage total en cours d'exécution de la bête de bout en bout. Impressionné, Rio a posé des questions sur ses compétences de combat. Abel a expliqué que les mages n'utilisaient pas c'étaient des techniques pour les combattants à courte portée, comme des épéistes et autres. Cette nuit-là, la paire dormait à l'intérieur du creux d'un arbre à la première lumière. Ils sont repartis après un certain temps. Ils ont remarqué des signes des populations de lézards à proximité. Les monstres ont eu l'avantage dans le marais. Alors Abel a suggéré qu'ils contournaient. Même malgré leurs efforts pour les éviter, Rio sentait bientôt qu'ils étaient chassés. Ils devraient affronter leurs ennemis ici et maintenant. Abel s'inquiète pour son compagnon. Après tout, il était un mage sans personnel. Mais Rio a surpris tout le monde. Enlevé plusieurs ennemis avec ses lances de glace. Quelque temps plus tard, après avoir traité avec le reste de leurs adversaires, l'épée se tourne vers son compagnon et demande quel genre de sort il vient d'utiliser. Le mage dit simplement que c'était un sort d'eau de base. Abel est toujours clairement impressionné. Après tout, le mage a convoqué 4 lances à la fois. Alors que le résultat habituel n'est qu'une seule conjuration par casting. C'est du moins ce que le mage du vent qu'il sait une fois a dit une fois. À cela, Rio suggère peut-être que la magie de l'eau fonctionne différemment. Mais son partenaire hausse les épaules et continue de marcher. Avant de continuer cependant, Rio invoque 2 verres remplis de glace et d'eau. Pour les garder à la fois hydratés, la dernière fois que Rio a fait ça, le gamin a dit « faire l'eau ». Abel le rappelle ça. Depuis cette fois, Rio n'a récité aucun chant. Ne sachant pas quelle excuse pour donner, le mage d'eau rit et dit « Abel doit voir des choses ». Quoi qu'il en soit, le magicien parvient à changer le sujet pour l'instant. Alors qu'il continue sur le chemin, Abel à un moment donné montre à son ami un bronze florin utilisé dans le royaume de Knightley. Où le Loon est situé, il explique que dans les provinces centrales, chaque nation a frappé ses propres pièces, mais ils valent tous le même.
Knightley est l'un des 3 principaux pays de la région centrale. Avec l'Empire de Bui et la Fédération de Andeliu, honnêtement Rio trouve Dewi un nom assez ridicule. Et taquine Abel à ce sujet pendant un bon moment, affirmant qu'il ne voudrait jamais dire bonjour. Je viens de faire soudainement. Les rochers commencent à se déplacer le long de leur chemin. Abel en tranche rapidement un en deux avant qu'ils ne puissent le frapper. En même temps, Rio les protège tous les deux avec un mur de glace. Réalisez ce qui se passe, les Note Swordsman ont dû trébucher dans un nid de golem en pierre. Rio a toujours pensé que ces créatures seraient humanoïdes, avec les bras et les jambes comme capables en attaque 1, avec son total pierce. Le trou qu'il fait est immédiatement guéri par le corps rocheux. Voir que Rio pense rapidement à une nouvelle stratégie. Il évoque un mur de glace avec 10 couches, formant un gigantesque bloc de glace qui s'écrase sur les golems, et les affiche sans pitié. Qui prend soin de la plupart d'entre eux. Une fois le combat terminé, les deux notent que l'un des golems n'a pas bougé du tout. Rio figure que ces monstres doivent absorber l'énergie du sol, ou quelque chose, donc celui-ci est probablement sec à la pointe de la créature. Il y a une pierre magique massive, de couleur étonnamment vibrante, et des suppositions capables. Cette chose a dû battre chaque monstre qu'il a rencontré depuis des siècles. En tout cas, ce sera leur butin. Depuis que les autres golems ont été enterrés sous des tonnes de glace, quelques heures plus tard, les aventuriers aperçoivent ce qu'Abel croit être un géant. Les Wyverns tournent également au-dessus. Donc, les humains s'installent pour regarder ce qui promet d'être une bataille féroce. Abel pense que la bête géante est désavantagée. Mais le mage de l'eau a foi en le grand gars. Effectivement, le choc commence, et tandis que les dragons ont le dessus du ciel, le géant laisse échapper un rugissement aussi puissant que cela amène les dépliants qui s'écrasent. Abel n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, mais Rio soupçonne que c'est une sorte d'annulation magique. Cette nuit-là, après avoir installé le camp, Rio blague qu'il espérait un match revanche entre Abel et le géant, qui envoie un frisson dans la colonne vertébrale de l'épée. Revenir à leur conversation précédente, Abel admet qu'il n'a jamais entendu parler de l'annulation magique. Bien qu'il soit familier avec des trucs similaires comme les pièges et les donjons, Rio se remit au mot donjon, et dit qu'il aimerait en explorer un jour. Abel mentionne alors que le seul donjon des provinces centrales est en Huar, la ville même vers laquelle il se dirige vers. Rio se plaint que son copain le tenait. Mais Abel insiste sur le fait qu'il n'avait aucune idée. Rio était dans ce genre de défi. Puisque Rio est d'humeur aux histoires, l'épée continue de parler d'autres courses de la région, comme les nains et les elfes selon Abel. Les nains sont des forgerons qualifiés, et de grands combattants. Il y a même quelques-uns qui vivent dans le Huar. Quant aux elfes, il est certain qu'il n'y en a qu'un dans la ville, puisque la plupart ne quittent jamais la forêt. Entendre cela, Rio dit que c'est exactement comme ça qu'il imaginait que ces races seraient, mais n'explique pas vraiment quand Abel demande où il a eu ses idées. Le matin, la paire est repartie. Rio dit qu'une fois qu'ils ont traversé les montagnes, ils seront près du territoire humain. Se lasser de l'enfant qui a toujours les réponses, Abel demande une fois de plus où il obtient toutes ces informations. Lorsqu'il est pressé que Rio se souvient immédiatement de Luan, le dragon rouge qui lui a parlé une fois. Le monstre lui avait dit que cette terre était entourée de mers, à l'est, ouest et au sud, et qu'une chaîne de montagnes dans le nord sépare ce continent de la suivante. Il est donc peu probable que des humains traversent jamais du nord au sud. Avec cette mémoire à l'esprit, Rio pense qu'il vaut mieux que son ami ne pose pas trop de questions. Il l'appelle donc simplement des connaissances au-delà de la portée humaine. Malade des évasions de Rio, Abel laisse simplement aller, alors qu'il se déplace sur un griffin apparaît dans le ciel et les menace. Abel se fige en place. Alors Rio lui jette un morceau de viande pour offrir le vol. Bête satisfaite de la collation, le griffin s'envole, et seulement alors, les deux hommes se détendent enfin suffisamment pour répondre à l'appel de la nature. Le temps passe, et alors qu'ils se dirigent vers le nord à travers les montagnes, l'air se refroidit. Les deux parlent encore de cette créature ailée, admettant qu'il serait probablement le dîner s'ils ne l'avaient pas nourri. Abel insiste sur le fait que les humains n'étaient pas faits pour faire face à des bêtes aussi redoutables. Par exemple, il souligne que personne n'a vu un géant ou un griffin au cours des siècles. Donc quelque chose doit se tromper avec cet endroit. Rio, en revanche, pense que c'est un non-sens, et le blâme sur les humains qui n'essaient pas assez fort. Mais Abel tient à côté de sa théorie, que les montagnes ont gardé les géants et les griffes hors des terres humaines. En parlant de ce, Rio se demande si ces wyverns venaient du nord. Ce qui pourrait signifier une seule chose. Cela dit, les deux rencontrent bientôt plus de wyverns en cours de route. Se régaler sur un animal malchanceux, Rio demande si c'est leur signal pour combattre. Mais Abel sait mieux que ces créatures sont bien au-delà de leur niveau. Il faut 20 aventuriers chevronnés pour éliminer les wyverns comme ceux-ci. Et même alors, tout le monde ne se fait pas vivant. Rio mal à l'aise souligne qu'il y a probablement plus de wyverns devant. Donc, un affrontement pourrait se produire à tout moment, pensant qu'il pourrait être plus intelligent de faire face au premier de front, d'autant plus qu'ils se battent sur le sol, au lieu du ciel.
Rio s'approche des monstres et jette 4 lances de glace. Abandonnant leurs ailes, Abel charge juste après, libérer une poussée complète, qui élimine les ennemis, mais avant qu'ils ne puissent même reprendre leur souffle, 2 autres wyverns se déplacent d'en haut. Rio réagit instantanément, tire la magie de la glace qui envoie les bêtes volantes qui s'écrasent. Donnez à Abel l'ouverture pour terminer le travail. Après la bataille, Abel recueille un noyau magique de l'une des créatures tombées. Et admet qu'il est surpris de la facilité avec laquelle ils ont gagné. Du bon côté, leur confiance monte maintenant qu'ils savent que la victoire est à portée de main. Alors, quand un autre troupeau de wyverns apparaît au loin, Abel, lui-même déclare qu'ils les abattront tous s'ils essayent quelque chose. Quoi qu'il en soit, le voyage continue. Finalement, la paire atteint le sommet de l'une des montagnes les plus au nord. Sur le continent, au bord, ils sont accueillis par une vue imprenable sur la terre qui attend au-delà. Pris par le paysage, Rio et Abel partagent un sourire. Pleinement conscients qu'une grande aventure est sur le point de commencer. Aller de l'avant maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent réellement vaincre Wyverns. Rio pense que le voyage pourrait bien s'amuser à partir de maintenant. Capable d'autre part, préférerait de beaucoup garder ses dragons à une distance de sécurité, mais au moins la collecte de toutes ces pierres magiques n'était pas un déchet total. Quoi qu'il en soit, il regarde vers l'avenir. Les deux le font vers le nord, mais l'épée n'a aucune idée. Rio était à peu près sûr qu'ils étaient déjà entrés dans l'empire de Buis. Mais selon son compagnon, cet empire se trouve au nord du royaume. Il est donc peu probable d'entendre cela. Rio laisse échapper un étrange soupir de soulagement. Pas parce qu'il déteste l'empire DBH, mais parce qu'il ne supporte tout simplement pas ce nom ridicule quoi qu'il arrive. Finalement il repère une route qui, si suivie ouest, mène à la ville de Kailati. Ou si Abel dit. Rio est visiblement excité par la perspective de trouver une auberge décente, et enfin rattraper un peu de sommeil, tandis que le guerrier le taquine d'être tout excité pour affronter Wyverns. Il y a quelques instants en réponse, Rio laisse tomber la ligne classique. Une chose est une chose qu'une autre chose en est une autre. Quelques heures plus tard, ils arrivent à la guilde des aventuriers locaux. Abel suggère que c'est une bonne idée pour son partenaire de s'inscrire, puisqu'une carte de guilde sert également d'identification, ce qui signifie que vous n'avez pas à payer de taxes à chaque fois que vous entrez dans une ville. Au fait, la rousse rappelle à Rio qu'il était son garant, et a payé une pièce d'argent quand ils sont venus ici. Et honnêtement, le mage avait soupçonné que c'était une sorte de schéma ombragé, comme quand quelqu'un continue de couvrir votre part et avant de le savoir, tu es fondamentalement leur serviteur sans s'en rendre compte, voyant que l'enfant n'est peut-être pas tout là. Abel interroge son état mental et lui assure qu'il est un gars décent. Le mage à son tour, sarcastiquement, remercie le voyage avec un héros aussi vertueux. Abel mentionne également que la guilde paie le meilleur dollar pour la magie, pierres et matériaux monstres. Sinon, vous devriez être un alchimiste pour utiliser ce genre de choses. Le sujet de l'alchimie attire l'intérêt de Rio. Jusqu'à une assiette de riz au curry que son ami lui avait ordonné. Arrive à la table. Le mage regarde le repas, comme s'il avait découvert un trésor perdu depuis longtemps. À son avis, curry est un aliment de base de chaque histoire de réincarnation. Sauf généralement le protagoniste, doit passer par l'enfer et les hautes eaux pour recréer la recette. Mais ici en 5, il semble déjà exister. Plus inquiet que jamais pour la santé mentale de son copain, Abel le pousse à manger avant qu'il ne fasse froid. Obéir à Rio prend une bouchée, et après cela, il ne peut tout simplement pas arrêter de le pelleter. Quand il a fini, il commande une autre assiette et demande s'il y a du curry dans le huard aussi. Quand son ami confirme, le jeune mage d'eau devient encore plus pompé pour leur voyage. En fait, même le lendemain alors qu'il quitte Ralid, il ne peut toujours pas arrêter de parler du curry qu'il avait. Et puisque son partenaire a gardé le silence sur cette spécialité régionale, Rio demande désormais à connaître chaque dessert disponible pour, après l'heure du repas. Et le duo continue son voyage à travers le nord du continent. Après une pause déjeuner rapide, ils traversent une vaste étendue de terre, et enfin, approcher le huard tant attendu, entouré de magnifiques champs de blé. À la porte de la ville, Abel est reconnu par un garde nommé Nimmer, qui est choqué de voir l'épée vivante. Depuis qu'il avait pensé qu'Abel avait disparu, Abel explique bien. Il avait en quelque sorte, mais que sa vie a été sauvée par l'homme, debout à côté de lui. Après que Nimmer ait accueilli à Rio un accueil chaleureux, Capable paye les frais d'inscription et il traverse la porte. À l'intérieur, Capable pense qu'il est préférable de se diriger directement vers la guilde. Depuis qu'il est avec Rio, le mage pourrait être en mesure de s'inscrire à un rang plus élevé que d'habitude. Normalement vous commencez au rang F, mais si vous êtes accompagné d'un aventurier B, vous pourriez commencer au rang E, ou même B. Plus le classement est élevé, plus les quêtes sont difficiles et mieux. Bien que le guerrier doute, le mage devra jamais s'inquiéter de l'argent. Rio demande si les matériaux qu'ils ont collectés sont vraiment aussi précieux. Et son partenaire explique qu'ils sont en fait assez rares. Sur le marché, si vous vendez tout à la fois, vous pourriez écraser le prix. Mais Abel est confiant que le maître de la guilde saura comment le gérer. Finalement, ils atteignent la guilde des aventuriers, où Abel est instantanément reconnu et célébré par tout le monde à l'intérieur.
Ryo regarde la foule se rassembler autour de lui, comme s'il était une sorte de célébrité, et décide d'attendre dehors. Ne voulant pas interrompre la session d'autographes, alors qu'il sort, Ryo est arrêté par un elfe passant par, qui s'intéresse à sa tenue. Apparemment, cela vient du roi de fée lui-même. Elle note que le roi devait avoir beaucoup aimé Ryo. Pour lui donner un tel cadeau, ce qui l'a conduit à croire que c'est une personne intéressante, avant de partir, elle dit qu'elle espère qu'ils se retrouveront un jour. À ce moment, Abel sort la tête et rappelle son partenaire. Le mettre en avant devant les autres aventuriers en disant « Il serait mort sinon pour les actions héroïques de ce mage d'eau. » Et que tout le monde devrait être ami avec le nouveau membre de la guilde, avec cet Abel jette Ryo au milieu de la foule. Et bien que le garçon soit gêné au début, il s'éclaircit rapidement sous toute l'attention inattendue. Enfin, il est temps pour la paperasse. Rejoignant réellement l'organisation, Abel raconte la réceptionniste qu'il aimerait que son compagnon se heurte directement au rendez, basé sur sa propre position. Le greffier trouve c'est étrange, puisque personne de l'épée écarlate n'a jamais parrainé quelqu'un auparavant. Mais Abel insiste sur le fait que cet enfant est la vraie affaire. En conséquence, un affichage formel de force est requis. Abel demande donc s'ils peuvent en discuter. Et quelques autres choses directement avec le maître de la guilde, escorté vers la salle de réunion avec son protégé. Le célèbre aventurier de lune est rencontré par le maître de la guilde lui-même, qui éclate de façon spectaculaire, clairement soulagé de voir Abel vivant. Et bien, quand il avait presque perdu espoir, quand Abel présente Ryo comme son sauveur, le maître de la guilde avance, s'appelait Humaglas et remercie le jeune mage pour son aide. Ryo jette une autre ligne classique. Tu sais comment je suis juste au bon endroit au bon moment. Abel exprime alors son souhait de parrainer le rang de Ryo. Pendant le processus d'inscription, même aller jusqu'à affirmer que Ryo est plus fort que lui. Ce qui laisse le maître de guilde complètement stupéfait. Ensuite, il montre les pierres magiques qu'ils ont collectées en cours de route. À en juger par leur couleur et leur taille, Hugh soupçonne qu'ils sont de Wyverns, et en voir tant d'entre eux, il faudrait une véritable armée pour faire tomber autant de dragons. Clairement impressionné et un peu mal à l'aise, Hugh craint que ces monstres volants puissent se diriger vers le Huard. Mais Abel l'assure que ce n'est pas le cas. Il les a chassés au sud des montagnes maléfiques. Curious Ryo demande « Quoi de neuf avec ces montagnes maléfiques ?» Puisque aucun d'eux ne savait où ils étaient avant. Abel explique « Il l'a compris au moment où ils ont trouvé la route de Kailati. » Ryo plaisante que le nom des montagnes ne semble pas très invitant. Et Hugh est d'accord, notant que personne n'a jamais réussi à traverser cette région, pas même les soirées d'aventure les plus chevronnées. Abel confirme toujours que lui et Ryo ont bravé ces terres brutales. Et l'a fait vivre qui, comme il le dit, est une preuve irréfutable de la force de Ryo à la fin. Hugh admet que cet affichage était plus que suffisant. À ce moment-là, une fille fait irruption dans la salle de réunion, et tombe à genoux, submergé par un soulagement de trouver une sécurité. Abel. Il s'excuse d'avoir fait l'inquiétude de Lynn, et en même temps accueille Raihya et Warren, de vieux amis du passé. Depuis qu'Abel a beaucoup à discuter avec ses compagnons, le maître de la guilde invite Ryo à démarrer le processus d'enregistrement, demander à Nina la réceptionniste pour apporter les documents nécessaires à son bureau avant le départ de Ryo. Abel lui dit qu'il veut le prendre quelque part plus tard. Alors il devrait attendre dans le hall une fois qu'il aura terminé. À l'intérieur du bureau, Hugh explique que le peuple que Ryo vient de rencontrer est membre de l'épée écarlate. Abel's Party, le meilleur et le plus célèbre groupe de la ville. Impression Ryo demande s'il peut vraiment s'inscrire directement dans le rang D. Q répond que les gens si bons pour Abel pourraient l'appeler un génie. Mais même il ne pouvait pas abattre un Wyvern seul. Cela signifie que les compétences de Ryo sont plus que suffisantes pour commencer au rang D. Mina arrive bientôt avec le matériel d'enregistrement et guide Ryo tout au long du processus. Tandis que Hugh s'occupe de la paperasse, elle mène une brève interview pour enregistrer le nom et la classe de Ryo, puisque Ryo n'a pas d'adresse permanente à Lune. Il est autorisé à rester dans l'un des dortoirs de la guilde jusqu'à 300 jours. Après s'être inscrit depuis qu'il n'a jamais été dans un donjon auparavant, il est intéressé par le cours d'introduction que la guilde propose chaque mois. La session de ce mois commence le lendemain de demain, à 9h dans la salle de réunion au 3e étage. Nina lui demande alors de placer sa main sur un cristal, pour terminer l'inscription, qui est représentée par une carte qui sert de pièce d'identité. Une fois l'entretien terminé, Ryo et Nina quittent le bureau du maître. Et Hugh pousse un soupir de soulagement. Abel est enfin de retour après tout. Les choses étaient devenues assez chaotiques depuis que ce gamin a disparu. En fait, Hugh prévoit déjà d'annoncer au public que le chef de l'épée écarlate est revenu. Quitter la guilde, Abel emmène Ryo pour récupérer sa récompense pour l'escorter en toute sécurité en ville. Il veut aussi acheter à Ryo des vêtements et un personnel. Maintenant qu'ils sont à Lune, honnêtement, Ryo ne sait pas ce qu'il ferait même avec un personnel. Il peut lancer des sorts sans un vœu. Et quand il doit se battre de près, il utilise une épée capable, car sa part est un peu confuse.
Il avait toujours supposé que l'arme à la taille de Rio n'était qu'un couteau. Étant donné à quel point il est petit de la confusion, Rio se rend compte, il y a encore quelque chose fondamental qu'il ne comprend pas très bien. Un peu plus tard, alors que la soirée tombe, Rio se retrouve à réfléchir à quelque chose qu'Abel a dit. Dans ce monde, une journée est de 24 heures. Une semaine est de 7 jours, et un mois est de 30. Tout comme c'était de retour sur Terre, les tailles de vêtements sont mesurées de la même manière aussi. Plus il y pense, plus il se demande si ce n'est qu'une coïncidence. Peut-être que quelqu'un d'autre de la Terre s'est réincarné ici longtemps, et a fini par façonner beaucoup de traditions locales. Surtout depuis qu'ils ont du curry cette nuit-là. Presque tous les aventuriers de Lune se rassemblent pour organiser une fête de bienvenue. Pour Abel, après son retour triomphant et inattendu, l'épée écarlate est là en pleine force. Boissons et rires qui coulent tout autour. Le lendemain, Rio est absolument anéanti. Mina lui rappelle que Ra veillait sur lui toute la nuit. Depuis que Ra voit Abel comme un frère aîné, et admire définitivement Rio pour avoir sauvé son héros. Quand Rio arrive à sa nouvelle guilde, a fourni un logement, il a présenté ses nouveaux colocataires de la salle 15. Le gars aux cheveux bruns est Nils. Et le blond à l'arrière est Tito. Alors que Nina revient à la réception, Nils fait un commentaire sur la jolie Nina. Et Ito carillonne sur la compétition pour attirer l'attention des réceptionnistes. Fondamentalement, les Bettinia n'ont aucune chance. En mettant cela de côté, il discute rapidement avec Rio, et est soulagé de découvrir qu'il est un bon gars. Aurait pu être un autre dent de la salle qui est un goofball total. Soudain, Nina revient. Apporter un autre aventurier nouvellement enregistré, qui restera avec eux. Un petit enfant entre et se présente comme Amon Mills, note qu'il a à peine l'air assez vieux. Et Amon confirme qu'il n'a que 16 ans. Malheureusement, c'est orphelin. Sa famille est décédée. Il n'avait donc pas d'autre choix que de devenir aventurier à Loon. Ito dit que tout le monde ici a une histoire similaire d'une manière ou d'une autre, tandis que Nina leur fait savoir qu'Amon commence le donjon. Court demain, et Rio peut suivre s'il veut. Pendant ce temps, lors d'une réunion d'épée écarlate, Lin perd complètement la tête. Criez qu'il n'y a aucun moyen qu'un mur de glace puisse être aussi épais. Puisqu'ils sont toujours aussi minces, vous pouvez les couper avec une simple barre de vent. Malgré l'explosion, Abel insiste sur le fait que Rio a vraiment évoqué un mur, l'un de ses robustes. Mais la fille se retourne en disant que tout d'abord, la magie comme ça ne peut être jetée que près de l'utilisateur, pas à distance comme ce gars prétend. Abel est clairement surpris par la colère de son partenaire. Tandis que Raya lui dit de se détendre, après tout c'est comme ça que le gars l'a vu. Fin de l'histoire, toujours pas convaincu, Lin évoque ce non-sens sur les wyverns perçants avec des lances de glace. Ce qui est juste impossible, puisqu'ils ont une barrière de vent qui dévigne la magie. Cette fois, le leader convient réellement que la barrière existe, mais dit qu'il a vu de ses propres yeux les dragons se faufilant. Remarque de Rihia, que le seul scène qu'elle a jamais entendu parler de réaliser quelque chose comme ça, était le mage infernal légendaire. Abel continue de rappeler comment ce mage a brûlé 1000 soldats impériaux. Dans une seule explosion, transformé un wyvern en cendre avec un sort, et a essuyé une ville entière de la carte avec une seule incantation. Donc en bref, si leur compagnon a raison, Raya pense que ce gars de Rio est honnêtement incroyable. Mais elle détesterait voir le genre de ravage qu'il pourrait causer s'il se rattachait avec l'Empire. Et Lin accepte que cela pourrait arriver, même si Capable leur assure que ce ne sera jamais le cas. Après tout, cet enfant méprise le nom ridicule de l'Empire DBH. Plus que tout au monde, le lendemain, l'enseignant concourt le cours de lancement. Au cours des 5 derniers jours, les étudiants ont tout appris sur l'exploration du donjon. Mais cet après-midi, ils sont sur le point d'entrer dans le premier niveau d'un vrai labyrinthe. Amon admet qu'il est assez inquiet de tout cela. Et Rio lui dit de se détendre pour le moment, où il se présentera au donjon déjà épuisé. Avant de sortir, l'enseignant ouvre la parole pour toutes les questions. Alors le mage de l'eau demande s'il est possible de sauter directement sur une couche que vous avez déjà effacée. Le professeur est impressionné par la question, et explique qu'il y a des donjons, avec quelque chose comme ça dans les provinces du sud. Cependant, Rio ne trouvera rien de tel dans la caverne de Lune. En plus, il n'a entendu que des rumeurs à ce sujet. Alors il ne peut pas entrer dans les détails. Amon a impressionné que son ami sache même à ce sujet. Et dit qu'il n'est pas étonnant que Rio soit déjà classé D. Rio hausse juste les épaules, dire que c'est quelque chose qu'il avait entendu quelque part sur le chemin de l'événement. Le professeur explique, ce donjon de Lune est en fait au milieu de la ville. Mais c'est plus précis de dire, toute la ville a été construite autour de ce labyrinthe. Toutes les quelques années, la population de monstres à l'intérieur se multiplie rapidement. Un phénomène qu'ils appellent le rugissement de la profondeur. Parfois les créatures qui apparaissent pendant cette période, raccrochées. Et c'est pourquoi il y a des doubles murs pour les garder hors de la ville. Amon a l'air inquiet de ce rugissement des profondeurs. Mais l'enseignant rassure les recrues dont ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Cela ne se produit qu'une fois toutes les quelques années. Un peu plus loin, il souligne le bureau de la guilde à l'entrée de la caverne.
où les aventuriers enregistrent leur nom, et les fois où ils entrent et partent, mais puisque ces étudiants sont déjà inscrits au cours, ils n'ont pas à s'inquiéter de ça. Sur l'escalier jusqu'au donjon, Rio essaye d'appeler Mammon, qui est encore visiblement tendu. Dans la première couche, le tuteur leur dit qu'il n'y a pas de monstre fort à ce stade. Les étudiants sont donc libres d'explorer par eux-mêmes. Tant qu'ils restent près de l'entrée, pendant qu'ils se promènent dans une partie de la grotte, Rio sent une menace cachée dans l'obscurité. Il décide de geler l'ennemi en place, avec la magie, pour que Amen puisse le frapper avec son épée. De Gorsimo Tara Orgalimarchiet fait aliment. Bientôt, une fourmi soldat apparaît, et Ryan connaît le moyen le plus simple de le faire face. Et de frapper la base de son cou. Ainsi, le mage immobilise la fourmi avec 8 lances de gel. Effacer le chemin de son partenaire. Sans hésitation, Amon décroche un coup propre sur le cou du monstre. Rio ouvre ensuite la carcasse pour récupérer la pierre magique. Après tout, ce sont des aventuriers. Et ils doivent apprendre à gagner sa vie. Cette nuit-là, les deux se retournent au Guild Hall, et sont célébrés par leurs colocataires, pour terminer le cours, et faire leur premier donjon. Neil prend une gorgée de sa tasse, et grogne que ce n'est pas de l'alcool, tandis qu'Ito explique que, ils ne sont pas autorisés à boire ce truc dans les dortoirs. Au fait, Ito est assez impressionné. Ses amis ont réussi à éliminer une fourmi soldat au premier niveau. Amon accorde tout le crédit à la magie de la glace de Rio. Mais Rio insiste sur le fait que c'était le travail d'équipe. Ito demande ce qu'il prévoit demain. Et Amon dit qu'il aimerait retourner au donjon. Mais il n'est pas encore confiant. Entendre que Rio l'invite à marquer jusqu'à la 3e couche. Ce qui rend la journée d'Amon, à part ça, Rio admet qu'il était un peu gêné en rencontrant une fourmi soldat, au tout premier étage, car cela n'est pas censé se produire. Selon ce qu'ils ont appris, en classe, Neil commente qu'il ne devrait y avoir que des chauves-souris dans les premiers stades. Quand Abel se présente soudainement pour expliquer que les fourmis peuvent creuser des tunnels et traverser entre les couches du labyrinthe, le groupe est stupéfait de voir le chef de l'épée écarlate en personne. Tandis que Neil saute starstruck et demande à serrer la main de son héros. Avec l'humilité, Abel salue le jeune homme, et lui dit de garder son excitation en échec. L'arme la plus importante d'un véritable aventurier est la survie. Rio demande ce qui amène à la Guild Hall si tard. Et les réponses capables que la mission d'aujourd'hui a pris plus de temps que prévu. Alors son équipe vient de rentrer. En parlant du reste de son groupe, ils trouvent enfin leur chef, et lui rappeler qu'ils doivent se présenter au maître de la guilde. Tellement capable d'arrêter de s'enfuir, il essaye d'expliquer qu'il donnait des conseils aux recrues. Mais Lynn ordonne à Warren de le porter sur le dos. Alors il ne disparaît plus. Après cela, Lynn s'approche de Rio et lui donne un long regard mystérieux mais part, sans dire un mot. Avec l'épée écarlate, les membres, Amon commente qui était tout à fait une scène, tandis qu'Ito semble plus concentré sur la beauté étonnante de Ria. Neil pour sa part, je ne peux pas arrêter de penser à rencontrer son idole, et Rio n'obtient tout simplement pas ce qu'était le gros problème. Sur le chemin du maître de la guilde, Ria dit à Lynn que c'est impoli de regarder des gens comme ça. Mais Lynn dit que si Rio est vraiment ce mage incroyable que tout le monde parle, c'est naturel d'être curieux. Ria admet qu'elle est curieuse aussi. Mais Abel dit aux filles d'être patientes, ils verront ce qu'est tout ce que tout est bientôt. À l'aube, Amon éclate de sa chambre, prêt à se précipiter vers le donjon, mais Rio lui dit de ne pas être aussi pressé. Plus tard, ils arrivent au bureau de la guilde dans le donjon pour s'inscrire en couche 3. Les deux abattent quelques monstres en cours de route. Travaillez mieux en équipe lors d'un combat plus difficile, alors que Rio a ramassé les chiens à distance avec ses lances de glace. Amon a pris les lignes de front avec son épée et a réussi à se tenir debout contre les adversaires. Après le combat, le jeune guerrier ressent l'épuisement dans ses jambes. Tandis que le mage lui offre une main pour le tirer vers le haut, et le félicite pour sa performance. Pendant une pause, Rio remarque avec désinvolture qu'il y a quelque chose dans la technique de l'épée d'Amon. Cela lui rappelle Abel. Il demande si le professeur du garçon, de retour dans son village, était aventurier. Amon explique que son maître était un vieil homme nommé Kiro, qui avait été formé dans une prestigieuse académie de la capitale royale, et avait appris un style célèbre, appelé Yum. Naturellement, Amon a fini par suivre ses pas. Rio l'assure qu'il deviendra aussi fort qu'Abel, dès qu'il maîtrise les bases du combat au corps à corps. C'est alors qu'Amon admet qu'il a toujours pensé à son ami comme un mage. Mais il s'avère qu'Abel est assez habile avec une épée aussi. Le sorcier explique qu'il avait un mentor, qui s'est entraîné avec lui il y a longtemps, mais comme son propre style est unique, il n'est pas sûr que cela compte vraiment comme une épée formelle. En parlant de ce que Rio avertit Amon de se détendre avec l'effort, parce que son style de combat est assez épuisant. Toujours une fois qu'il a compris, il pourra éviter de se blesser, puisque c'est en fait un style très sûr. C'est pourquoi Amon devrait construire son endurance chaque chance. Peut-être avec un peu de course ou d'exercice similaire. Après tout, pratiquer régulièrement est le seul véritable chemin vers l'amélioration.
Cela rappelle à Rio le temps où il a voyagé avec Abel pendant un certain temps. Chaque matin, Abel se levait tôt pour s'entraîner. Et même si tout le monde a convenu qu'il était incroyablement talentueux, le chef de l'épée écarlate, jamais relâché quand il s'agissait de sa formation, et atoche au travail tartesouchat et que si moi travail tartesouchat et copropridor et bvel, matoche et ma travail à ricombeblou. Et son compagnon ne peut s'empêcher de louer la détermination du garçon. Le lendemain matin, Miara, Rio dit au revoir à ses colocataires alors qu'il se dirige vers un rendez-vous, mais il ne va pas au donjon. Se promener dans les rues paisibles, il se dirige vers la bibliothèque, où il est accueilli par la femme à la réception. Elle le mène à la section sur les livres d'alchimie, afin qu'il puisse commencer ses recherches, et il est honnêtement stupéfait par la façon dont l'endroit est massif. C'est sa première fois là. Babeb. Après tout, avec une pile de livres dans ses bras, Rio est déchiré entre lire les bases de l'alchimie et plonger dans un livre de recettes alchimiques. Alors il décide de prendre les deux. Dans la cour de la bibliothèque, il cherche un siège, et pense que ce serait formidable s'il pouvait obtenir une copie de ses œuvres. Soudain, une énorme ombre balaie le ciel, qui avait été parfaitement clair il y a quelques instants. Regardez une paire de citadins spot ce qui se passe. C'est une éclipse solaire instantanément. Rio jaillit sur ses pieds alors que les ombres passent devant lui. Et le sentiment qui le lave, est que le monde entier a soudainement changé. Réagir sur l'instinct. Il soulève des barrières à la glace et se protège d'un puissant jet de feu, assez fort pour faire exploser à travers chaque mur sauf le dernier. Hors de la fumée, pas. Qui se rend immédiatement réalisé qu'il y a un humain impliqué. Maintenant, ce n'est pas important pour elle tant qu'il est éliminé. À en juger par son apparence et son pouvoir pur, Rio pense qu'elle doit être un démon, à égalité, avec un géant ou même un griffon, et autant qu'il aimerait courir, il n'est pas sûr qu'il puisse échapper à ce monde parallèle. Pensant vite, il évoque plus de murs de glace et les renforce avec du mana. Encore une fois un coup de feu s'écrase. Contre ses défenses et tout ce que Rio peut faire, c'est espérer qu'il ne sera pas rôti par une telle puissance écrasante. Le démoniste crée une lacune dans la glace. Lancement d'un petit projectile à travers l'ouverture, visant directement pour Rio même si ça le frappe. Il semble complètement indemne. Elle est impressionnée. Il a réussi à résister, mais ce qui la choque vraiment, c'est qu'il a dissipé la lance du vent. L'étudier un peu plus, le démoniste remarque qu'il porte la robe du roi de fées, ce qui explique encore beaucoup. Elle ne déclare rien de tout cela si elle le coupe avec son épée. Le combat éclate, et il est clair que la démonesse a le dessus en ce qui concerne la vitesse. Mais Rio tient une défense solide, bloquer chaque frappe, jusqu'à ce qu'il puisse mettre une certaine distance entre eux pour une contre-attaque magique. Prouver qu'il n'est pas seulement une recrue, il tire des dizaines de lances de glace. Aussi implacable qu'il soit, la démon est si rapide qu'elle esquive chacun. Glisser sur le champ de bataille avec de puissants progrès. Riant de ses tentatives, Rio se rend compte qu'elle utilise la magie du vent pour augmenter sa vitesse. Mais avant qu'il ne puisse trouver un plan pour contrer, elle réduit à nouveau l'écart pour un autre assaut d'épée. Heureusement, Rio exerce l'épée du roi de fées. Et il le sait tant qu'il garde sa garde. Il ne sera pas touché même s'il est plus lent que son adversaire. De plus, ses coups ne sont rien comparés à ceux de son propre maître. Utilisé pour livrer curieux, de savoir qui est cet enfant bien équipé, la démon invoque une flamme. Mais il est instantanément étouffé par l'une des lances de glace de Rio. Elle peut voir qu'il est puissant, mais le fait qu'il met en place un combat la renforce. Il n'y a aucun moyen qu'elle recule maintenant. Sans hésitation, elle se précipite à nouveau. Lancement dans un autre combat d'épée frénétique, alors qu'elle a la vitesse et l'agression. Rio compteur avec une concentration et une précision inébranlables. Assez pour garder le match mort, même avec un peu d'espace entre eux. Encore une fois, le mage recourt ce qui pourrait vraiment faire basculer les échelles. Sa magie de glace la démonesse pendant ce temps. Tire son truc habituel. Se cordant dans le feu, pour se prémunir contre les lances, et ajouter de la terre et des murs. Pour faire bonne mesure, mais Rio retire quelque chose d'inattendu. Tirant des projectiles de sous terre, et de tous les angles possibles. Cela brise enfin ses défenses, et la laisse blessée. Avec son rival sur les cordes, Rio presse pour le coup de finition. Mais la créature commence à se régénérer rapidement en milieu de bataille. Et juste comme ça le combat réinitialise un square. Pour aggraver les choses, elle montre une immense force. L'envoyer voler vers un bâtiment. Maintenant, la démonesse a un avantage clair. Ou alors elle pense soudain qu'elle remarque des gouttes de pluie tombant du ciel. Mais au lieu de simplement la tremper, chaque goutte brûle comme de l'acide, avec la averse qui fait rage au-dessus. Elle est obligée de jeter un mur de terre. Pour éviter d'être détruit sur place, Rio revient sur le champ de bataille, mais décide de garder ses distances cette fois. Puisque cet ennemi refuse d'admettre la défaite, honnêtement c'est la décision la plus intelligente qu'il puisse faire, le démon déchaîne son bouclier avec une force aussi terrifiante, que se rapprocher serait du suicide. Une fois que cela a fait, l'éclipse commence lentement à s'estomper, et la lumière du soleil commence à ramener dans le Square Loon.
Cela fait des siècles que cette entité a été confrontée à un combat aussi équilibré. Mais malheureusement, son temps s'est épuisé et elle doit se retirer. Elle aurait adoré continuer. Mais ce confinement était un cas spécial. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler complètement. Enfin la femme se présente comme Léonore Oraca Albuquerque. Et demande le nom du garçon, qu'il donne en retour bien qu'elle aurait aimé le tuer. Eleanor se rend compte, Miara Rio n'est pas le genre d'ennemi que vous pouvez simplement détruire. Chaque fois que tu en as envie, quoi qu'il en soit, que l'humain le veut ou non, le démon promet qu'elle reviendra pour un match revanche, un vrai combat, où les deux peuvent régler, qui est vraiment le plus fort. Et si quelqu'un d'autre de son genre se présente, elle demande à l'enfant de ne pas perdre, parce que maintenant, sa vie lui appartient et elle a le droit de le prendre. Alors que la lumière du soleil revient complètement, le démon disparaît et la tête de Rio commence à tourner. Après une bataille aussi folle, qui lui rappelle qu'il voulait acheter des livres. Alors il se dépêche de retirer de l'argent et de retourner dans le dortoir. Sur la lune pour découvrir que son compte est chargé d'argent. De vendre ses pierres Wyvern. Mais quand il ouvre sa porte, les gars sont introuvables. Alors il se dirige vers la bibliothèque. Regardé par la fenêtre, il repère que ses colocataires sont menacés par un groupe de 5 punks. Le trio de la salle 15 grogne pour être pris en embuscade. Mais les fauteurs de troubles indiquent clairement qu'il n'y a pas de règle. Dire qu'ils doivent avertir quiconque avant d'attaquer, c'est comme ça que ça fonctionne dans les donjons. Alors Rio en laisse 4 avec un sort d'eau, laissant juste le meneur, et jette la propre logique du gars. Neil tue en disant que ce mec est Dan de la salle 1. Rio sourit et demande si le grand homme va s'enfuir avec sa queue entre ses jambes. Maintenant que ses copains sont en panne, Dan ne l'avait pas, il se précipite au mage, qui le craque rapidement dans l'estomac, avec le pommeau de son épée, faire perdre son déjeuner sur place. Avec ça, pris soin de Rio remet une potion. Depuis que lui et Neil sont rejoints Amen pour ses courses tôt le matin, en plus d'eux, le mage de l'eau lui-même pourrait utiliser un peu de répartition. Alors pendant que Rio prend un bain bien nécessaire pour se recharger, le prêtre du groupe utilise une guérison mineure pour réparer son épaule. Celui qui a pris le coup du vent d'Eleanor, l'Ancito plaisante que si cette grève avait atterri, dans son cœur, Rio serait un goner. Mais Rio explique que c'est exactement là qu'elle a visé, il a juste réussi à esquiver à la dernière seconde. Bien sûr, tout le monde meurt d'envie de savoir qui il a combattu, mais Rio promet seulement de renverser les haricots un autre jour. Tout simplement pas aujourd'hui laissé seul avec ses pensées, Rio se rend compte qu'il a encore beaucoup à apprendre sur ce confinement. Et les puissants démons qui se cachent dans ce monde. Découvrez ces vidéos apparaissant sur votre écran. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la partie suivante.